Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans le cadre de 90 minutes Qatar. Nous allons tous ensemble comprendre les pourtours, les contours, vivre le Qatar comme si on y était vraiment. Vous savez, depuis hier, la Coupe du Monde, la 22e édition de la Coupe du Monde de football le coup d'envoi a été donné du côté du Qatar. Et ici sur le plateau, nous allons essayer de comprendre, premièrement, le débrief de ce match d'ouverture, de cette cérémonie d'ouverture, bien sûr, avec tout, tout qui a tourné autour de l'organisation, on le sait, beaucoup de critiques, beaucoup de choses se sont dites autour de l'organisation, même de l'attribution de cette Coupe du Monde au Qatar. Nous aurons également la minute de l'actu qui va revenir sur, bien sûr, les forfaits du côté de la France, le forfait annoncé de Karim Benzema, Ballon d'Or 2022, entre autres, et du côté du Sénégal, le forfait aussi de Sadio Mané, le champion d'Afrique 2022, qui ne sera pas de la partie. Nous allons prendre la minute des Lions, tout savoir sur l'actualité des Lions indomptables du Cameroun du côté du Qatar, avec bien sûr notre envoyé spécial, fils Daniel Indjek, qui est de ce côté-là. Nous aurons bien sûr la minute décalée, les à côté de cette organisation, de cette Coupe du Monde. Et enfin, la minute additionnelle. Mesdames, Messieurs, merci de rester avec nous. La balle est au centre. Le coup d'envoi, c'est juste après cette transition. De retour sur le plateau de 90 minutes Qatar pour, bien sûr, animer ce match d'1h30, plus le temps additionnel. Je suis bien sûr en compagnie de ces deux consultants, Jean-Joël Noucha, journaliste sportif, consultant, bonjour. Et merci de répondre présent à 90 minutes Qatar. C'est parti pour un mois de football, un mois tout feu, tout flamme, un mois autour du ballon rond. Bonjour Bernard Bilon, bien des choses aux nombreux téléspectateurs de HTV qui m'ont manqué pendant 2 semaines lors de mon absence sur ce plateau. Ça avait un plaisir renouvelé que je me retrouve ce matin pour parler de ce qui nous va nous tenir en haleine pendant un bon mois. Je parlais ainsi de la Coupe du Monde Football Qatar 2022 et c'est toujours avec un plaisir partagé que je retrouve l'équipe technique dynamique qui nous accompagne ce matin. C'est aussi un plaisir de vous avoir dans le cadre de cette émission, de cette production 90 minutes. Nous serons ensemble pendant tout le mois jusqu'au 18 décembre prochain. Tant, bien sûr, c'est la date de clôture de cette 22e Coupe d'Afrique. On saura qui va succéder à la France. Peut-être que la France va doubler, ce qui n'est jamais arrivé. Ce n'est jamais, excepté l'Italie en 34 et 38, 34. Le Brésil en 62 et 60, le Brésil en 58 et 62. Aucun autre pays n'a succédé à lui-même à une Coupe du Monde de football. D'accord. Juste en face de vous, un ancien footballeur, lui c'est Pierre Claver Omba, il est également notre consultant. Bonjour Pierre et bienvenue. Bonjour Bilan, bonjour à tous les téléspectateurs de HTV, bonjour à l'équipe technique qui nous accompagne, magnifique équipe d'ailleurs, et excellent début de semaine quoi qu'il arrive, il faut garder le sourire. D'accord, on va faire l'effort de garder le sourire pendant toute cette semaine, pendant toute cette compétition. Nous allons également dire bonjour à notre envoyé spécial qui est avec nous, qui nous suit en direct depuis le Qatar, Daniel Fils Indjek. Nous allons prendre juste dans quelques minutes. Commençons par le débrief. Alors, messieurs, hier, le monde entier s'est arrêté. Le monde entier s'est arrêté pour regarder le Qatar. Ce petit pays d'environ 2 millions d'habitants, mais qui organise pour la première fois la grande messe de football. Alors, Jean-Joël, votre première appréciation sur cette cérémonie de voiture? Ça m'a bluffé. Ça m'a véritablement... Le Qatar a démontré qu'avec des moyens, on peut faire des grandes choses. Et c'était ce que j'ai vu hier. Était éblouissant, puisqu'il y avait beaucoup d'appréhensions, de doutes sur la capacité du Qatar à organiser cette compétition avec tout ce qui tourne autour. Mais avec cette cérémonie d'ouverture, je pense que le Qatar a déjà remporté sa Coupe du Monde. Faire venir sur le panel un certain Morgan Freeman, cet acteur-là de cinéma qu'on ne présentait plus, c'est déjà un pari gagné. Et avec à ses côtés, peut-être vous l'avez constaté, un jeune
Mouftar. Oui. Ce jeune handicapé. ce handicapé qui a des problèmes de progression, de développement des membres inférieurs. Ce jeune de 20 ans, cet influenceur de 20 ans qui a qui a émerveillé le public. C'était vraiment quelque chose de grandiose. Il faut dire que ce Mouftar est l'ambassadeur de la Coupe du Monde Qatar 2022. Alors, Claver, Jean-Joël le disait, déploiement, démonstration de force, mais également déploiement des moyens colossaux. L'Émirat, le Qatar a démontré qu'avec de l'argent, on peut tout faire et tout avoir. Écoutez, c'est l'Eldorado financier actuellement, n'en déplaise à certains. Donc le Qatar n'est que, ce qu'on a vu hier n'est que la démonstration des faits parlant d'elle-même. C'est une équipe, autant pour moi, c'est une nation qui a des gros moyens. Elle a mis des gros moyens, raison pour laquelle, c'est vrai, comme le disait Jean-Joël, c'était une Coupe du Monde qui a suscité beaucoup de remous. Mais, hélas, ils sont en train de montrer au jeu du monde qu'ils en ont les moyens, ils sont capables et qu'ils seront capables d'ici jusqu'à au jour dit de la clôture de l'événement. Avant de prendre quelques images envoyées par notre correspondant de ce côté, notre envoyé spécial, on va revoir un peu en image cette cérémonie d'ouverture en lumière. Ce qui a quand même, Jean-Joël Noutia, on va dire que ce design l'a présenté, surtout ce jeu de lumière fabuleux qui a ébloui tout le monde entier. Gianni Infantino au premier plan. On a vu le secrétaire général de l'ONU, Guterres, qui était présent. On va dire qu'au-delà des dénonciations, et vous le disiez tout à l'heure, qui ont été faites sur la maltraitance des ouvriers, et le boycott annoncé, la campagne anti-gay et tout. Aujourd'hui, le Qatar a pu avoir sa Coupe du Monde. Non, je l'ai dit à l'entame de cette émission que le Qatar a déjà remporté sa Coupe du Monde à travers cette cérémonie d'ouverture. Et vous avez parlé de ces jeux de lumière, comme on a coutume de le dire dans les chaumières. C'est cette lumière qui... On a éveillé le monde. On a vu Gianni Infantino bluffer, le secrétaire général de l'ONU. Tout est émotif. C'était quelque chose de grandiose. Et vous voyez, le Qatar a démontré que, avec le temps qu'il fait là-bas, on va jouer dans des stades hyper climatisés. Bon, le Qatar a transformé le monde du football, il faudra le dire, à travers cette cérémonie. C'est un marketing qui a réussi. Non, c'est un marketing véritablement réussi. On sent qu'ils se sont attachés à l'expertise des vrais gens, des vrais connaisseurs. Et c'est interpellatif pour les gens. Je pense qu'ils ont mis une véritable pression sur ceux-là qui vont organiser les compétitions futures. D'accord, on va, avec le concours de Bloom Gianni qui a sur la réalisation, voir en image cette cérémonie d'ouverture. On va voir quelques séquences et on revient juste derrière. يا أيها الناس إنا خلقناكم Merci à Daniel Fils Indien qui nous suit en direct. Il nous suit en direct depuis le Qatar. Bien des choses à toi de ce côté-là. Merci pour ces images, Jean-Joël Noutia.
Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est le son à fond, Zamina Mina, qui a été repris. Qui a été repris. Chanté à la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud par Shakira. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait de réécouter ce son des Anglais à la base? Parce qu'il faut dire que là, on va dire qu'est-ce que le Cameroun a commencé sa Coupe du Monde. Il faut dire que à travers cette cérémonie d'ouverture, le Qatar a fait un brassage de culture, parce que vous avez son parti de Zamina Mina. Ils sont partis, ils ont pris la musique, la world music, auquel ils ont aussi associé la musique arabique. C'était vraiment un brassage de musique. Ça veut dire que c'est véritablement une Coupe du Monde, c'est un mélange de tout et c'est reconnaître la qualité. Si nous ont fait ça à l'ouverture, qu'en sera-t-il de la cérémonie de clôture? Je pense qu'il nous réserve des choses très, très, très agréables de ce côté-là. C'est le point positif de cette compétition, en attendant d'entrer dans les méandres de tout ce qui tourne autour de cette compétition. Mais vraiment, chapeau à l'organisation déjà à travers cette cérémonie d'ouverture. C'était quelque chose de merveilleux. Je ne vais pas prendre le risque, mais je vais quand même le faire. Pierre Claver, ça vous a rappelé l'ouverture de la CAN? Effectivement, oui, effectivement. Vous savez, le Cameroun a vraiment l'art de savoir bien faire les choses quand elle veut le faire. Ouais. Raison pour laquelle, sur le morceau a ressurgi, ce morceau qui nous a bercé tous, Zamina Mina que nous connaissons. Ouais. Donc, comme vous l'avez si bien dit, je pense que là, c'est une interpellation forte de la part d'un autre qui se trouve de ce côté. Et je pense que, d'ailleurs, ils pourront être à la hauteur de cette Coupe du Monde. Alors, mesdames, messieurs, on va entrer, après l'ouverture, on va entrer sur la pelouse, sur l'aire de jeu. Affiche d'entrée Équateur-Qatar. Sur le papier, c'était déjà gagné, parce que le Qatar, c'était pas, on va dire que c'est pas une faute de guerre, devant l'Équateur qui a à ce moment manqué la Coupe du Monde de Russie, mais qui revient à cette Coupe du Monde, qui est, on va dire, le Qatar c'était un habitué de la Coupe du Monde. Alors Jean-Joël, 2-0, est-ce que c'est un score logique? Sur l'ensemble de la rencontre, c'est un score plus que logique. Ouais. Mais les bookmakers, avant cette rencontre, n'avaient pas donné véritablement l'Équateur gagnant. Parce que le Qatar est champion d'Asie des nations. Je pense qu'ils ont été champions en 2019, champions en 2021. On pensait qu'avec l'académie Aspaya, ils pouvaient venir bouger les lignes. Mais sur la rencontre, l'Équateur a démontré qu'il était largement au-dessus du Qatar. Ils ont donné le temps dès la 3e minute avec ce but qui, pour moi, jusqu'à présent, est valide. Et ce but est valide, n'en déplaise à ceux qui... On dit qu'il y a eu charge sur le gardien. Il y a eu ce hors-jeu électronique, ils appellent ça essai électronique, je ne sais pas trop, le bout du pied qui est un peu avancé. Mais au-delà de cette rencontre, l'Équateur a démontré qu'il était largement au-dessus du Qatar. Et ça donne. Et puis maintenant, aussi, les organisateurs ont loupé à ce niveau-là parce que cette rencontre d'ouverture a laissé le public sur sa faim. Ce n'était pas véritablement ça. Alors que bien avant, lors du tirage, après le tirage, on avait annoncé la rencontre inaugurale comme étant Pays-Bas-Sénégal. Mais au mois d'août, on ne sait pas par quelle alchimie la FIFA s'est ravisée pour remettre au goût du jour cette rencontre inaugurale entre le pays hôte et l'Équateur. Vous avez vu vers la fin de la première période, il y avait des spectateurs. Oui, on va y revenir sur cette image-là qu'on a vue hier, le stade qui se vidait. Déjà, alors, c'est vrai, vous embrayer, on va continuer dans cette lancée-là. Alors, Pierre Claver, on a vu 2-0, le stade qui se vidait déjà au début de la deuxième mi-temps. Est-ce que cela voudrait dire que si le Qatar est éliminé, les stades seront vides? J'ai peur de pouvoir me prononcer là-dessus, mais c'est dommage, comme le disait Jean-Joël tout à l'heure, parce qu'au départ, on savait que c'était Sénégal-Pays-Bas qui devait ouvrir le bal. Mais à la dernière minute, je ne sais pas pourquoi la FIFA s'est requinquée en revenant changer la combinaison. Bon, maintenant, entre les deux formations, le Qatar et l'Équateur, vous connaissez autant mieux que moi, que l'Équateur est quand même largement au-dessus sur le plan footballistique, sur le Qatar. Le Qatar, c'est le jeune poussé. C'est cette compétition, s'il faut le dire. C'est sa toute première compétition. C'est vrai que c'est à la maison, mais c'est un jeune poussé, mais qui a un mot à dire. Hein. C'est vrai que la rencontre elle-même n'était pas très fluide. Elle était en mort, permettez-moi l'expression, mais l'essentiel est sauf. L'Équateur s'est tiré avec ces 3 points dans sa JVCR. Alors, Jean-Joël, les rumeurs, à une certaine époque, a annoncé Zinedine Zidane comme coach du Qatar à l'annonce de cette Coupe du Monde. Est-ce que le problème réside au niveau de
l'encadrement du technicien, ou bien sur le plan footballistique, on sait, vous l'avez dit, peut-être champion d'Asie par 2 fois, mais beaucoup quand même pensent que c'était un honneur pour le Qatar d'organiser la Coupe du Monde, mais que réellement parlant, le Qatar risque de sortir au premier tour. Non, le Qatar va, je prends sur moi, va sortir au premier tour de cette compétition. Oui, va sortir au premier tour de cette compétition. Le Qatar a réussi. Donc vous ne voyez pas le Qatar renverser les Pays-Bas ni le Sénégal? Encore moins le Sénégal, je ne pense pas. Puisque le Sénégal a appris de son élimination en 2018 et je pense que c'est le pays le plus abordable pour le Qatar dans cette compétition, c'était l'Équateur. L'équation Équateur n'ayant pas été résolue, ce serait un miracle. Mais on a coutume de dire que le football nous réserve des surprises. Mais à ce niveau, c'est la Coupe du Monde. Et le Qatar ne l'a jamais disputé. Ouais. Et le Qatar véritablement ne sait pas comment aborder ce genre de compétition. Vous avez des joueurs qui évoluent dans des championnats exotiques et encore chez vous, à la QRS, Qatar Super League, oui. Super League qui n'ont pas le vécu et encore moins la capacité à affronter une compétition comme celle-là. Le Qatar, excusez-moi, déjà, je m'excuse avec ce petit chat dans la gorge, je disais tantôt, le Qatar a réussi le pari organisationnel, on pourra se contenter de ça. Vous avez posé une question à Pierre Claver, si le Qatar était éliminé, est-ce que les stades devraient se vider? Oui. Je pense que les nations qui prennent part à cette compétition ont pris la mesure de cette compétition et ont certainement amené des charters qui pourraient faire le plein de stades. Et à côté, on a les pays comme l'Arabie Saoudite, qui sont les pays de football. Je pense que l'élimination du Qatar ne viendrait pas véritablement empiéter sur la présence du public sur le stade. D'accord, si vous le dites. Alors, c'est une première, Jean Jouet, c'est une première Pierre Claver, un pays organisateur qui est battu en match d'ouverture. On va dire que si le Qatar est le premier pays arabe à organiser une Coupe du Monde, le Qatar est également le premier pays hôte à échouer en match d'ouverture. Comme le disait Jean Jouet, quand on voit cette équipe qatari, elle n'a pas assez d'étoffe. Donc, c'est vrai, elle est le pays organisateur qui a pris la compétition, mais sur le plan jeu, quand on regarde la poule dans laquelle elle se longe, elle va tellement moindrir. Le seul match capable qui pouvait leur donner un sursaut d'orgueil, c'était hier, soit un match nul, soit la gagner. Dès lors qu'ils ont perdu, sauf cas de force majeure. Oui. Sauf cas de force majeure, comme le football n'étant pas une science exacte, oui. Alors là, ils peuvent créer une sensation. Mais sur le papier, elle va défavoriser cette compétition. On a déjà un meilleur buteur. Moi, je lui donne 3 buts. Et vous l'avez dit tout à l'heure, le but que refusé. En un match, Valencia, le capitaine de l'Équateur, il a fait un doublement, je vais dire un triplé, parce que les 3 buts sont de lui. Alors, est-ce que c'est déjà une avance considérable quand on sait que cette poule sera serrée, parce qu'on a les Pays-Bas de l'autre côté, le Sénégal a sans Sadio Mané. Est-ce que c'est une bonne lancée déjà pour Valencia, pour le capitaine de l'Équateur, pour peut-être prétendre au titre de meilleur buteur? Valencia est le dernier joueur à avoir marqué tous les buts de l'Équateur en Coupe du Monde. 5. Wow. Il en avait marqué 3 en Russie. En Russie, je pense. Non, il n'était pas Russie. En 2014. Oui. En 2014 au Brésil, oui. Il avait marqué les 3 derniers buts de l'Équateur. Et il a encore récidivé. Ça aurait été 6. Oui. Bon, c'est le dernier buteur des Équatoriens à la Coupe du Monde. Et il a donné le ton. En tant que capitaine, il a pris vraiment sur lui de porter cette équipe. Je pense que c'est le ton qui est donné. Je ne me souviens pas avoir vu en match d'ouverture un joueur marquer 2 buts. Depuis 1974, je regarde encore dans les rétroviseurs, je ne vois pas un joueur ayant marqué 2 buts en match d'ouverture de Coupe du Monde. Ce que Valencia a fait, c'était vraiment de l'inédit. Pierre Claver, un mot? Non, c'est de l'inédit pour lui. Valencia, c'est un habitué de la compétition. C'est vrai qu'il avait loupé celle de la Russie. Il est revenu, c'est comment dirais-je, le maestro de cette équipe équatorienne. Donc, en marquant 2 buts, je crois que là, il est en train d'entrer dans l'histoire. Il faut sincèrement le dire et le féliciter. Vous savez, c'est rare de voir un match d'ouverture, un mec qui vous claque 2 buts, voire 3. Il faut être peut-être Valencia. Alors, monsieur, nous allons faire un tour, nous allons aller directement au Qatar, retrouver fils Daniel Indiak qui nous a fait
on va dire quoi, un câble hier après ce match. Il a fait un câble hier après ce match et nous allons l'écouter, le suivre depuis le Qatar. Bonsoir. Bon, on va dire bonsoir parce que c'était la soirée de ce côté-là. Bonsoir Daniel Fils. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce match Équateur-Qatar? Bonjour Yaoundé, bonjour Cameroun et bienvenue ici à Doha au Qatar à l'occasion de la 22e Coupe du Monde. Le match d'ouverture vient d'avoir lieu. L'Équateur a été sans pitié pour le pays organisateur qui n'est nul autre que le Qatar. Mais rappelons qu'il a fallu un Valencia de grands jours, un joueur qui a joué au haut niveau, qu'il a encore démontré cet après-midi malgré le but refusé. Il permet à son pays, l'Équateur, de mieux commencer la compétition et surtout de rentrer dans l'histoire. Parce qu'après 21 éditions, aucune équipe organisatrice n'avait perdu au match d'ouverture, mais cet après-midi, ça va rentrer dans l'histoire que le Qatar a perdu sa première rencontre et sur ses propres installations. Mais qu'à cela ne tienne, ils n'ont pas démérité cet après-midi. On a une cérémonie d'ouverture de haute facture, on a une rencontre moyenne, mais qu'à cela ne tienne, cela n'enlève à rien l'organisation, cela n'enlève à rien la mobilisation et surtout tout ce qui a été fait par le Qatar. Nous sommes au Qatar, pas ici au Qatar. Les Lions notables du Cameroun sont notre priorité. Ils rentrent en scène dès jeudi prochain. La première séance d'entraînement a eu lieu cet après-midi. Demain, on ira suivre avec ces joueurs-là ce que les Lions notables feront pour préparer cette rencontre face à la formation de la Suisse. Tous les regards sont rivés de ce côté, mais qu'à cela ne tienne, la Coupe du Monde a démarré. Le Cameroun est là pour remettre cette Coupe du Monde-là. Je suis Christian Lidjek, en direct de Doha au Qatar pour HTV. Merci, fils Daniel Indjek. C'est vrai que les Lions indomptables, on va en parler à l'instant, à la Minute Lion. Ils auront leur séance d'entraînement ouverte au public tout à l'heure à 16h du côté du Qatar. Nous allons revenir peut-être mercredi sur cette séance d'avant-match. On sait que les Lions indomptables vont jouer jeudi prochain. Alors, pour sortir de ce débrief, Jean-Joël, l'Équateur, 3 points. On va dire, le Qatar, bon dernier en attendant bien sûr le match de ce soir entre les Pays-Bas et le Sénégal. Le Qatar a déjà tiré son épingle, l'Équateur a déjà tiré son épingle du jeu. Vous savez, à cette Coupe du Monde, avec 3 points, on peut se qualifier pour le second trou. C'est déjà une bonne chose, et surtout avec un goal d'avirage un peu favorable à son escarcelle. Surtout pour n'avoir pas encaissé. Ouais. Quand on sait que derrière, il y a 2 mastodontes qui s'appellent les Pays-Bas 8e au classement FIFA et le Sénégal 18e au ranking FIFA. Avec cette victoire, l'Équateur peut déjà voir les feux disons, presque au vert. Pour sortir, un mot sur cette première rencontre, sur déjà ce classement dans cette poule. Non, c'est tout bénéfice pour l'équipe de l'Équateur, qui a déjà dans son escarcelle ses 3 points, plus un goal average, plus 2. Donc en attendant ses prochains adversaires, qui sont les Pays-Bas et le Sénégal, je crois qu'elle se positionne là comme un véritable... une véritable nation qui cherche sa qualité. Donc, pour les Qataris, c'est dommage. C'est une grande première pour eux. Donc, on ne peut pas tellement les en vouloir. Vous savez, il y a que quelques années que ces Qataris ont pris la mesure de la chose. Donc, on peut que dire bonne chance à cette équipe de l'Équateur. Alors, nous allons prendre une transition du côté de la régie. Avant de revenir prendre la deuxième rubrique, la Minute Actu. À tout de suite. De retour sur le plateau de 90 minutes Qatar. Nous sommes là ensemble pendant 1h30 minutes, 90 minutes pour faire le débrief, pour comprendre cette première sortie, ce premier match, cette première livraison de la Coupe du Monde 2022. Alors la minute actu, Jean-Joël, Pierre Claver. Dimanche, le peuple français s'est réveillé avec cette mauvaise nouvelle. Le Ballon d'Or 2022, Karim Benzema, forfait de la Coupe du Monde. Comment vous avez appris cette nouvelle, Jean-Joël? C'était plutôt samedi, je pense bien. Dimanche, oui, c'était samedi dans la nuit. C'est pour ça qu'ils se sont réveillés avec cette mauvaise nouvelle dimanche. Cette mauvaise nouvelle. Ouais. Je l'ai appris en tant que funeur. Je regardais Info Sport, là où l'information est tombée. On était d'abord dubitatif, on se disait que ça pouvait aller, mais
aux environs de 23h, la nouvelle a été confirmée que Karim Benzema ne prendra pas part à cette Coupe du Monde. Après celle de 2018, quand il avait été banni de l'équipe de France, voilà une deuxième Coupe du Monde où il ne prendra pas part. Et c'est un autre pépite là, un talent qui va manquer à cette Coupe du Monde. J'aurais aimé voir ce ballon d'or se mouvoir sur la pelouse. Bon, maintenant, le fait curieux, certains se blessent, mais lui s'est fait mal seul. C'est un peu la curiosité de cette blessure. Et ça laisse un goût amer. Mais il faut dire qu'il était déjà malade, il était déjà convalescent. Depuis un mois, il ne jouait plus avec le Real. On a essayé de forcer, de voir s'il pouvait, et malheureusement, ça a lâché. Ça a lâché tout comme on a fait avec Pogba. Il est blessé, il est revenu. Après, c'est un talent qui va manquer à cette compétition et on ne va que faire avec. On aura une Coupe du Monde, Pierre Claver, une Coupe du Monde sans le ballon d'or. Écoutez, c'est dommage, hein. C'est le monde du football qui prend un énorme coup. Croyez-moi, sur le plan marketing, sur le plan populaire, il faut le dire sincèrement. Donc c'est dommage que le ballon d'or, Karim Benzema, qui est carrément au sommet de sa gloire, qui ne va pas jouer une Coupe du Monde, qui était celle qu'il pouvait, après celle qui n'avait été bannie. Aujourd'hui, il est revenu, c'est dommage, il s'est fait mal. C'est aussi ça les aléas d'une compétition. Mais je dis, sur tout le plan marketing, comme je l'ai dit, et le plan populaire, c'est un énorme coup. Un énorme coup, c'est dommage. Est-ce que ces signes seront révélateurs pour dire que, comme le disait quelqu'un, je ne peux pas manger Josué Tansi, maintenant Karim n'est pas là, il va voir à la télé, soit on va le garder avec l'effectif qui reste dans le groupe, soit il va regagner sa France natale. Jean-Joël, Sami Nasri, cet ancien joueur football, a accusé Didier Deschamps parce qu'il a dit que Didier Deschamps n'a pas su ménager Benzema. Si Benzema aujourd'hui a rechuté, c'est parce qu'il n'a pas été bien géré par le staff. On savait qu'il était malade, il fallait peut-être qu'on prenne des précautions particulières. On sait quand même que depuis que la France a commencé son stage, ils ont d'abord fait un tour à Clairefontaine, ils ont rejoint le Qatar, il ne s'entraînait pas avec les autres. Il était seul. C'est samedi qu'il a fait sa première séance avec le groupe. Avec le groupe. Vous savez, Sami Nasri a toujours ce goût amer avec Didier Deschamps pour sa sélection à la Coupe du Monde 2014, je pense bien. Depuis là, il ne voit pas d'un bon œil tout ce que Didier Deschamps pose comme acte. Mais je peux lui donner quand même raison. On n'aurait pas dû forcer l'entraînement. Il aurait dû continuer hors du groupe. Quand on sait que le premier match de la France ce mardi, on n'aurait pas dû forcer le ménager. Le ménager, faire comme on a fait avec les Zidane en 2002. Zidane arrivé sur blessure, il a commencé la compétition sur le banc. Sur le banc, et puis, surtout que la France a des pièces de rechange. Mais avec un Benzema sur le banc, c'était quand même un atout. On pouvait commencer avec lui sur le banc. Ça, j'ai le temps pour lui, le staff médical, de se rassurer qu'il est vraiment, soit même pas 100%, mais peut-être à 80% de ses potentiels. Voilà, en voulant forcer, voilà qu'on a perdu, que la France a perdu comme c'est un atout majeur dans son dispositif offensif. Espérons que cela ne portera pas préjudice aux champions du monde. Didier Deschamps n'a pas remplacé. Il a décidé il va fonctionner avec 25 joueurs. Il va fonctionner avec 25 joueurs. Il avait déjà un moral, une ambiance dans le groupe. Et il se dit qu'en injectant un joueur nouveau, ça pourrait venir gâcher tout ce qu'il avait déjà préparé. Mais là, ça pousse Didier Deschamps, Pierre Claver à revoir le dispositif. Là, on va voir peut-être Giroud. Giroud va jouer. Et peut-être que lui qui peut-être devait être remplaçant, mais il va se retrouver peut-être à l'attaque et peut-être ça va renforcer aussi Kylian Mbappé. Effectivement, donc le malheur des uns faisant le bonheur des autres. Donc on va toujours dire que c'est dommage que la star mondiale actuelle, parce que c'est quand même le ballon d'or européen qui ne sera pas en Coupe du Monde, et c'est la France qui prend vraiment un énorme coup. Comme le disait tantôt, j'ai suivi le même... Je partage ce que Joël disait tout à l'heure, parce qu'on n'a pas su ménager Benzema. On aurait dû, parce que dès qu'on a pressenti qu'il n'était pas apte, on aurait dû le laisser travailler individuellement et essayer de le garder, comment dirais-je, le ménager en amont. Et ça lui permettrait
Et l'équipe médicale allait continuer à lui suivre. Parce que là, il s'est fait mal seul et il pouvait revenir. Et sur le banc de touche, il pouvait encore être plus utile qu'aujourd'hui. Il ne sera même pas assis sur le banc de touche. C'est dommage. C'est la France qui prend un coup. C'est la Coupe du Monde elle-même, dans toute sa généralité, qui prend un énorme coup. C'est le football qui perd comme ça une star. C'est la France qui prend un coup, Jean-Joël. Après Pogba, N'Golo Kanté, Christopher Nkunku, Benzema. Finalement, est-ce que la France ne se voit pas totalement diminuer à l'entame même de cette compétition? Quand on sait que face à la Croatie demain, la Croatie n'est pas un enfant de gaieté de cœur. Et c'est le remake de la Coupe du Monde 2018, la finale de la Coupe du Monde 2018, oui. France-Croatie. Qui avait vu la victoire de la France 4-2. Et même pendant la Ligue des Nations, je pense que la Croatie a battu la France. A battu la France. Et la France n'a dû s'en suivi qu'à un match nul je pense d'un pays là qui a évité la France d'être relégué à la Ligue B. Et vous voyez, la France, ce sont des signes annonciateurs parce que quand vous perdez Pogba, vous perdez N'Golo Kanté, c'est votre milieu, c'est-à-dire c'est la plaque tournante de votre milieu de terrain que vous avez ainsi perdu. Et maintenant, vous arrivez à l'attaque, vous n'avez pas un concours qui était l'étoile montante de l'équipe de France depuis ces derniers temps avec Leipzig. On perd, et puis, c'est sur le gâteau, Karim Benzema. C'est un peu cela qui se dessine que depuis un certain temps, le champion du monde ne traverse pas le premier tour de la Coupe du Monde. Et c'est ce qui est peut-être en train de se dessiner avec la France. Quand on sait qu'on a la Croatie dans son groupe, on a le Danemark qui a battu la France aller et retour, et la Tunisie qui ne veut pas faire le figurant dans cette sous-poule. La France devrait beaucoup faire attention et perdre des cadres et des cadors. Comme ça, je ne sais pas, certainement Zidane aura encore plus de cheveux gris sur sa tête ces derniers jours. Zidane, vous vouliez dire Didier Deschamps. Donc, en fait, c'était pour vouloir dire que c'est sûrement la dernière Coupe du Monde de Didier Deschamps. Peut-être on annonce Zidane prendre la tête de cette sélection, de cette équipe de France. Alors, on va sortir par là. C'est peut-être aussi l'occasion de laisser voir des jeunes pépites. Tchouaméni qui va devenir le métronome du milieu de terrain. Le Kamavinga, le Konaté, et surtout en attaque, Olivier Giroud, qui a presque le même profil que Benzema, sera le patron de cette attaque aux côtés de Kylian Mbappé. Alors, Pierre Claver, à côté de Benzema, nous allons également... C'était Benzema... C'est un peu... Je vois un peu le parallèle, ou bien... On a le ballon d'or européen qui ne sera pas là. On a aussi le ballon d'or africain. Et le dauphin du ballon d'or. Le dauphin du ballon d'or. Quelle triste coïncidence, Pierre Claver. Elle est vraiment triste. Les deux ballons d'or qui ne seront pas là. Les deux ballons d'or ne seront pas là, que ce soit celui africain, que celui européen. Ouais. C'est aussi ça, ce que je le disais de tantôt, c'est un énorme coup sur le plan marketing, sur le plan populaire et sur le plan du jeu. Qu'on peut perdre de tels joueurs, c'est dommage. C'est la Coupe du Monde également qui va un temps soit peu prendre un énorme coup. Parce que vous n'avez ni Karim Benzema, qui est le meilleur joueur européen, vous n'avez Sadio Mané, qui est le meilleur joueur africain. Alors là, c'est un énorme coup. Donc, dommage. Ainsi, il y a une compétition avec ses aléas. On ne peut pas faire autrement. Donc, et n'oublions pas, chaque Coupe du Monde, il y a toujours un cadre qui est non partant. Je ne sais pas si vous avez fait cette remarque. Ouais. En 2014 au Brésil, c'était Samuel Eto'o, malgré qu'il était sur le banc. Mais il avait manqué carrément cette Coupe du Monde. Donc, au fur et à mesure, les Coupes du Monde se suivent, mais ne se ressemblent pas. Cette fois-ci, on en a un peu trop perdu. Jusqu'à 2, c'est énorme. Donc, et surtout ceux-là qui sont en pleine... Quand vous parlez de deux, c'est ceux qui sont sur la rampe, parce que vous avez le Portugal qui a Diogo Jota n'est pas là, blessé, l'Argentine, Lo Celso n'est pas là. Quand on peut compter, ça peut vous faire une équipe de football de véritables joueurs blessés qui seront par cette compétition. Alors, comme on l'a dit pour Benzema, Sami Nasri a accusé Didier Deschamps d'avoir mal utilisé. Il y a beaucoup de Sénégalais qui estiment que le coach de Liverpool, du Bayern de Munich, n'a pas su ménager Sadio Mané, alors qu'il sait que l'espoir de tout le Sénégal
les espoirs reposaient sur Sadio Mané. À quelques jours du mondial, il a voulu quand même que celui-ci joue jusqu'au dernier match du championnat. Est-ce qu'on peut donner raison à ceux-là qui pensent que peut-être que c'était un coup? Bernard, il faut dire, c'est excès de fanatisme. Hein, parce que dans ce match, Nagelsmann a aligné presque toute son équipe. Oui. On avait les Eric Maxime Choupo-Moting, qui était là. les Neuer qui étaient là. Et je pense que c'est contre Mayence qui se fait mal. Et c'est arrivé là, c'est une blessure anodine. On ne sait pas trop. On se disait que ça pouvait passer. Malheureusement, c'était sur le genou qui a été touché. Aller jusqu'à dire que l'entraîneur du Bayern de Munich a jeté comme ça en pâture Sadio Mané non, c'est arrivé. C'est une blessure comme toute autre. C'était l'un des derniers matchs du championnat. Si on avait sur le banc le Roi Sané, les Thomas Müller et bien d'autres qu'on avait fait jouer Sadio Mané, là on se serait interrogé. Mais ce match, c'était l'équipe type du Bayern de Munich qui était sur la pelouse et la Providence a voulu qu'à quelques minutes après le coup d'envoi, que Sadio Mané se blesse. C'est arrivé. Et étant des Bantous, peut-être, c'est le sacrifice que les ancêtres ont donné à l'Afrique, qui peut être un mal pour un bien pour le peuple sénégalais, qu'on ne voit pas toujours des choses de ce côté-là. Il va manquer. Maintenant, ça va permettre, certainement on va y arriver, aux Sénégalais de redoubler d'efforts. Parlons-en, le Sénégal, c'était une entrée. Le Sénégal entre en lice tout à l'heure à 16h, à 17h, 16, oui, à 17h. Et on se demande, passe quand même à l'orange. C'est vrai que j'ai vu le titre d'un journal sénégalais qui disait qu'il faut presser. Ils vont presser l'orange aujourd'hui. Alors, est-ce que le Sénégal a des chances face aux Pays-Bas? Pierre Claver. Je pense, écoutez, on va d'abord payer. Vous êtes en orange, hein? Je suis inquiet. Non, je me suis habillé comme ça. C'est un hasard tout à fait. Je dis tout simplement, les deux équipes vont avoir leur chance pour le moment. Mais c'est sur le terrain que tout cela va se dessiner. C'est celle qui va prendre sur elle le jeu à son compte, qui sera plus rassurant, qui sera plus déterminant, qui va la gagner. Je reste un Africain. J'aimerais bien que le Sénégal puisse battre les Pays-Bas. Maintenant, n'oublions pas également que les Pays-Bas ne sont pas une nation de football lambda. Donc il y aura match. Maintenant, ça va se jouer dans le mental pour qu'on arrive à tirer son épingle du jeu. Et pour ressortir, pour revenir un temps soit pour votre permission, pour dire tout simplement qu'à un moment donné, Christelle la vie, il ne faut pas qu'on tombe dans de l'excès de fanatisme. Vous savez, Sadio Mané est payé par le Bayern pour jouer, hein, pas pour être ménageur. Hein. Je ne sais pas si mon compatriote sénégalais là le sait. Il est payé au Bayern pour jouer. Et quand il est blessé, même le Bayern en prend un coup. Énorme. Donc, c'est dommage que ce soit Mané et que le Sénégal peut aussi également apprendre à jouer sans Mané. Pourquoi pas, comme le disait Jean-Joël, ça peut être un coup de foudre qui peut être demain tout bien pour le Sénégalais. Parce qu'un jeune peut éclore. Oui. Ah oui, un anonyme peut éclore. Allez, on va oublier Sadio Mané. Mais acceptons parfois certains événements malheureux, on les met et on les prend au premier degré et non au deuxième degré. Alors, champion d'Afrique 2021 au Cameroun, sur qui peut reposer le Sénégal, l'équipe du Sénégal aujourd'hui? C'est vrai, on a Edouard Mendy dans les buts, les Bamba Dieng. Aujourd'hui, sur qui, c'est vrai que c'est un sport collectif, il y a 11 joueurs, les 11 joueurs sont importants, mais quand même l'absence, c'est vrai que les Sénégalais, les joueurs, on les a suivis depuis quelques jours, disent que bon, c'est un gros manque pour le Sénégal, mais ils vont faire le jeu. Est-ce qu'aujourd'hui, le Sénégal, le peuple sénégalais, a quand même sur qui compter à l'absence de Sadio Mané? Le Sénégal, contrairement à certaines équipes qui ont des individualités, il n'y avait que Mané qui sortait du lot. C'est un véritable bloc équipe. Une équipe qui joue, un groupe qui joue. C'est ce qui fait la force de cette équipe-là. Vous pouvez ne pas avoir Mané, mais avoir un groupe humainement bon qui va vous amener des résultats. Mané sortait du lot, mais individuellement au Sénégal, quand vous allez dans les buts, vous avez Edouard Mendy qui est le meilleur gardien africain, le meilleur gardien d'Europe à l'UFA. Vous avez Diallo, l'un des meilleurs défenseurs
avec le PSG. Vous avez au milieu de terrain Gana Gueye, qu'on ne présente plus. Oui. Vous avez Kalilou Koulibaly, qui est à Chelsea, venant de Naples. Bon, quand vous regardez sur tout ce compartiment-là, le Sénégal peut se vanter, s'enorgueillir d'avoir sur chaque compartiment une pièce qui peut apporter de l'eau au moulin et peut-être sa petite pierre à la construction de l'édifice. Bon, Mané ne serait pas là, mais le Sénégal pourra compter sur son bloc équipe. D'accord, quelle chance pour le Sénégal dans ce groupe A face avec le Qatar, l'Équateur et les Pays-Bas. Pierre Claver, quelles sont les chances réelles du Sénégal? On l'avait dit au départ du tirage. C'est un groupe très, très abordable. Croyez-moi, donc le Sénégal doit passer, même pourquoi pas premier? C'est surtout moi je le dis. C'est seulement quand on regarde le bloc équipe, c'est une équipe, c'est vrai, elle comptait sur sa méga star qui ne sera pas là, Mané, mais c'est une équipe sans bloc moteur. Et ça peut être un élément stimulant de savoir qu'on joue pour Mané, il n'est pas là, on doit relever la tête pour lui. Effectivement, vous ne pouvez pas si bien de le relever. Ça peut être un élément déclencheur, motivateur pour ces enfants de dire, ok, notre gigastar n'est pas là. Maintenant, autour de lui, on forme un bloc moteur, on le consolide, allez, et ça prend. Donc, je sais que le Sénégal a son mot à dire dans ces sous. C'est vrai, les Pays-Bas, c'est pas quand même n'importe qui. Mais le Sénégal également, c'est pas n'importe qui. C'est pourquoi on disait, ça va se jouer entre l'Équateur, les Pays-Bas et le Sénégal. Le petit poussin, c'est le Qatar. Le Qatar risque d'être le premier pays qui va sortir de son mondial. Le Qatar sera out du Qatar, comme quelqu'un disait ce matin. Alors, Jean-Joël, quelles sont les chances réelles du Sénégal? Vous voyez le Sénégal premier de ce groupe? Oui. Et cela passe par... Vous affirmez, oui. Oui, cela passe par... Parce que le Sénégal a beaucoup appris de son échec de 2018. Après avoir battu, je pense, le Japon. En match d'ouverture de la poule, le Sénégal se voyait trop beau avant de rechuter dans la compétition et être éliminé pour une affaire de fair play, de carton, de plus de carton, je le disais tout à l'heure. Mais aujourd'hui, le Sénégal a beaucoup appris et a un groupe qui peut aller bousculer les Pays-Bas. Et si le Sénégal s'en sort cet après-midi, ce soir, face aux Oranges, je pense que le Sénégal est bien parti pour terminer premier de cette sous-poule. Et le Sénégal peut bien le faire, a les moyens. Il faut dire, les Pays-Bas partent aussi diminuer, puisque même fils de paille ne sera pas là aujourd'hui, même s'il est dans le groupe des Pays-Bas, il ne sera pas parti. C'est aussi un coup que va prendre les Pays-Bas à l'attaque. Et c'est une occasion aussi pour dire le Sénégal peut, quand je regarde, je vois. Il est vrai, le ranking FIFA n'est pas souvent trop ça. C'est le football, ce n'est pas un sport de corps à corps où on dit que quand tu es devant, tu es véritablement devant. Le Sénégal, ce soir, pourra aller bousculer les Pays-Bas. Et si ça passe, je vois le Sénégal terminer en tête de cette sous-poule. Les Lions risquent de presser les Oranges cet après-midi. Alors, voilà ce qu'on pourrait dire sur l'actu. La minute actu de cette émission. On fait un tour à la régie pour prendre la minute des Lions. La minute des Lions indomptables, c'est juste après cette transition. Merci à Bélan Diané pour cette animation. J'ai vu Jean-Joël Noucha très attentif de voir Choupo-Moting, Zambo Anguissa et André Onana. Alors, parlons des Lions indomptables du Cameroun qui sont du côté de Doha au Qatar depuis quelques jours déjà. Mais permettez, monsieur, qu'on revienne un peu sur le dernier match de préparation contre le Panama. C'était vendredi dernier, du côté d'Abu Dhabi. Le score, on le connaît, un but partout, but marqué par Choupo-Moting à l'entame de la seconde période. Et quelques minutes plus tard, 2 ou 3 minutes plus tard, égalisation panaméenne par ce joli coup franc. Bon, d'aucuns ont accusé le soleil. On va revenir. Alors, Pierre Claver, quel est le bilan
que vous pouvez faire de cette phase de préparation des Lions indomptables. On a vu contre l'Ouzbékistan, contre la Corée du Sud, contre la Jamaïque. Bon, mettons la Jamaïque entre guillemets parce que ce n'étaient pas les Lions même. Et aussi dernièrement, 4 matchs, aucune victoire. C'est vrai. Vous savez, le Cameroun a toujours envie de voir les siens gagner. Mais on oublie toujours que le sélectionneur, lui, il recherche quelque chose. Il peut perdre ses matchs de préparation. Mais il fait une très belle Coupe du Monde. Je prends l'exemple de gâteau de 2000, Corée-Japon. Le Cameroun était sur le toit. 2002. 2002, autant pour moi. Oui. On était sur le toit. Oui. On avait titillé tout le monde. On était, pour une fois, un pays africain était favori, numéro 1, d'une compétition comme celle-là. Mais après, ça a été la cata. Bon, je ne dis pas que je ne veux pas donner comment dirais-je, mais je dis 3 matchs, 4 matchs. 4 matchs, 2 défaites, 2 défaites, 2 nuls. 2 nuls, 2 défaites, c'est vrai. Maintenant, je crois que là-dedans, moi j'ai vu du positif. Hein. Ça n'engage que moi. Vous savez, c'est une grande première pour le nouvel banc de touche des Lions d'être là à un moment donné crucial pour cette compétition continentale, mondiale autant pour moi. Oui. Et en jouant les matchs, le sélectionneur et ses adjoints, je crois qu'ils ont trouvé ce qu'ils recherchaient, à savoir cette harmonie. Je le dis par rapport au dernier match que moi j'ai vu face au Panama. C'était pas dans le fond. Oui. Dans la forme, c'était pas ça. Maintenant, le fond, il y a quelque chose. Moi, je vois l'équipe future, cette équipe camerounaise. C'est vrai, on peut rêver pour la Coupe du Monde, mais moi, je suis en train de voir que dans les années à venir, si cette équipe reste comme elle est là, c'est vrai, elle ne marque pas trop de buts. C'est d'abord le premier point de cette équipe. Elle marque moins de buts. Oui. Elle marque moins de buts. Mais si elle reste, on continue dans ce travail, dans ces lancers-là, avec ce bloc moteur-là, dans quelques, peut-être l'année prochaine ou en 2023, en Côte d'Ivoire, on pourra faire parler, péter la porte, croyez-moi, parce que, mais pour cette Coupe du Monde, moi je vous ai dit, dans le fond, il y a bien de choses là-dedans, mais sous la forme, il y a bien d'autres choses qu'il faille revoir, comme le secteur offensif, qui n'est pas déjà assez attrayant, qui ne marque pas trop de buts. Donc, je crois que, pour moi, c'est une équipe, elle a ses individualités. Bon, maintenant, il faut travailler ce bloc moteur-là, qui soit compact, et ça peut aller. Jean-Joël, on a dit 4 matchs, 2 défaites, 2 nuls. On va dire, c'est un bilan mitigé pour cette préparation des Lions. Mitigé, le mot est même un peu, je vais dire, c'est un mauvais bilan. Cela ne peut pas de lendemain meilleur, même si quelqu'un a dit que nous allons au Qatar pour jouer 7 matchs. Et quelqu'un avait dit qu'on a déjà joué 4. Je pense qu'on a déjà joué 4, comme vous le dites, c'est pour mettre un peu de l'ambiance. Il faut dire que contre le Panama, j'ai vu quelque chose d'un peu positif. Une équipe du Cameroun qui allait crescendo, contrairement aux 3 autres matchs où l'équipe laissait à désirer. Si l'équipe monte en volume comme ça, au crescendo, je pense que sera, même là maintenant, nous sommes à la Coupe du Monde. Nous sommes à la Coupe du Monde. Et là-bas, ça ne pardonne pas. Là-bas, ça ne pardonne pas. Quelle équipe? Est-ce que Rigobert Song a caché certaines de ses cartes? On ne sait pas trop, mais Pierre Claver le disait, cette équipe a du potentiel. Cette équipe a quelque chose qu'on peut tirer et aller bousculer la hiérarchie mondiale. Et cela passe déjà par une bonne présentation jeudi prochain. Jeudi, si nous parvenons à bousculer la Suisse, je pense que le Cameroun aurait son mot à dire dans cette compétition. La Suisse, que le Ghana a battu 2-0 en match amical, même si d'aucuns pensent que la Suisse n'a pas aligné son 11 type. Mais je propose qu'on revienne un peu sur ces 11 entrants que Rigobert Song nous a présentés. Il a joué à un 4-3-3. Dans un premier temps, un 4-3-3 avec dans les buts, c'est incontestable, André Onana. La défense, on avait Nicolas Nkoulou, Castelletto. Sur les côtés, on avait Faye Collins et Nuntolo. Dans le rond central, nous avions Ncham, Anguissa et Hongla. Et au niveau de l'attaque, nous avions Aboubakar qui fixait. Et sur les deux côtés,
et Kambi à gauche et bien sûr Mbemo à droite. Est-ce que ce 11 entrants-là a fait le job de Pierre Claver? Écoutez, Est-ce que c'est le 11 entrants du mondial? non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je vais vous le dire sincèrement, quand moi je regarde cette équipe-là, si moi j'étais à la place de Robertson, je vous le dis sincèrement, nous sommes à mon vision. Vincent Aboubakar actuellement, c'est pas le Vincent Aboubakar de la CAN que nous avons vu. Hein. Pour moi, il jouerait le Joker. Choupo-Moting est sur le soleil. On le fait avec Choupo-Moting et maintenant sur les côtés, il y a également Karl Toko-Ekambi qui a été assez effacé lors de cette rencontre. Est-ce que c'est pas du fait qu'il ne joue plus trop à Lyon depuis que, ça peut se depuis que Laurent Blanc a pris les rênes il n'est plus déjà trop utilisé de ce côté. Oui. Mais je peux essayer de dire que ça peut être un élément parce que pour lui, ça peut lui permettre en énergie pour la Coupe du Monde. Bon, même comme pour aller en Coupe du Monde, il faut être prêt à 100%, voire 200%. Donc, c'est là l'inconvénient. Donc, dans cette équipe-là, moi, j'ai vu le cadre de la différence. Quoi qu'on dise, il y a 22 millions de Camerounais, 22 millions d'entraîneurs. Je dis, excepté le latéral gauche, parce que nous, tout là, ce problème offensif. Vous avez vu plutôt quand Ebossé est venu, il a commencé à percuter. Par contre, nous, Tolo, il ne percute pas assez. Bon, c'est cela, on va comprendre. Le sélectionneur va faire son choix. Soit nous Tolo, soit Ebossé. À droite, on sait que c'est Faye Collins. C'est vrai, il va barrer là-bas avec Bezo. Maintenant, quand on a vu Faye Collins l'autre jour, latéralement, au côté droit, on ne peut pas en demander plus. Hein. La défense centrale, comme vous l'avez vu là, c'est la charnière. C'est la charnière. Je vous le dis sincèrement, c'est la charnière centrale qui va jouer la Coupe du Monde. Le milieu de terrain que vous avez vu, c'est vrai, entre Onla et Oumouet, ça va se batailler également. Et vous pensez N'Chama à sa place là? N'Chama à sa place. Et Anguissa, on a vu, on allait vers l'avant. Pour une fois, Anguissa m'a ébloui. Hein. Parce que ce ballon arrière là, il a compris qu'on attend l'Anguissa de Naples qui va vers l'avant. Et c'était bien ça. Et quand on a vu, maintenant, il faut seulement que les automatismes prennent là-dedans au milieu de terrain. La ligne d'attaque, pour moi, je l'ai dit, avec ça, Aboubakar, c'est le joueur, le meilleur buteur de la dernière CAN. Actuellement, il n'est pas à 100% de ses moyens. Je crois avec la forme de Choupo-Moting. Choupo-Moting, c'est l'attaquant, soit Nkoudou à gauche, soit Mbemo ou Karl Toko-Ekambi, le choix que le club va faire. Mais actuellement, n'oublions pas, il a encore fait montre de ça l'autre jour. Choupo-Moting. Premier ballon. Le ballon, il a mis au fond. Donc, pour moi, Aboubakar Vincent peut jouer les jokers. D'accord. Jean-Joël, ce 11 entrants de départ en 4-3-3, c'était convaincant? Sur l'ensemble de la première période, je dirais oui. On n'a pas pris de but. On n'a pas pris de but, c'est déjà un fait positif. Et on a mis en difficulté l'équipe du Panama. On est en position de balle. On a eu des véritables... mais sur les actions, on a eu, je pense, 4 tirs, mais pas de tirs cadrés, contrairement à l'Équateur qui a eu 3 tirs cadrés. 3 tirs cadrés, et il faudra déjà saluer la maestria du gardien de but, qui, sur une période, nous a rassurés. Maintenant, sur le plan individuel, quand Pierre Claver dit que la paix Castello-Tonkolo, c'est l'assurance tout risque. Je suis un peu réservé là-bas. Parce que quand on a vu le jeune Wu entrer, parce que ça va aller vite, hein, ça va aller très vite. Est-ce que Nkulu peut encore répondre? Je ne sais pas si Nicolas ne peut véritablement répondre à la pointe de vitesse d'un Shakiro ou bien d'un Brel Mbolo. Sur le plan d'un Vinicius Junior, encore de Mitrovic. Sur le plan positionnement, la maturité, Nicolas en a. Mais maintenant, est-ce que le corps physique, est-ce qu'il peut répondre? Je ne pense pas trop. Maintenant, il faudra mettre les hommes qui vont aider aussi la défense, surtout sur les côtés. Quand vous avez Karl Toko-Ekambi qui n'est pas trop défensif, vous avez de l'autre côté aussi des gens qui n'aident pas trop la défense. Il faudrait qu'on revoie un peu ce dispositif-là. Mais je pense que Rigaud a ses cartes en main et il a un plus d'un tour dans sa poche. Avec Mouminga Malo comme entrant, parce que c'est quelqu'un qui a aussi un travail défensif, qui ne dit pas son nom. Le milieu de terrain,
je pense que le milieu de terrain, c'est celui-là qu'on va reconduire lors du prochain match. Parce que Samuel Umgwet n'a pas de match dans les jambes. Il sort pratiquement d'un championnat où il n'a presque pas joué. Zambo Anguissa, assurance et tout risque au milieu de terrain. Olivier Ncham, c'est vraiment de la crème. Le Cameroun, avec quelques petits réajustements, je pense que Choupo-Moting, dans la compétition, va commencer le match avec son brassard de capitaine. C'est là où je voulais en venir. Si Pierre Claver l'a dit, il faudrait que peut-être Robertson ait le courage de dire à Bakar Vincent que, gars, tu sais, non, assieds-toi. Tu vas peut-être jouer les mégots de match, mais le joueur le plus en forme actuellement à l'attaque, c'est monsieur un but par match, au moins depuis un mois. Monsieur Bernard Bilon, tout va de la diplomatie. En 2012, Domenech, c'était en 2010, Domenech a amené Thierry Henry en Coupe du Monde, mais en lui disant que je t'amène pour service rendu à la nation, mais tu ne seras pas capitaine de l'équipe de France. Tu vas commencer sur le banc. Je pense peut tenir le même discours à Vincent. On dit Vincent, tu es notre joker. On le bluffe, on dit, bon, vous avez vu, le père Roger Mila a commencé sur le banc en 90 et il était meilleur buteur des Lions. En 94, il est venu et il a marqué un début symbolique. C'est toi qui va être la tour majeure de cette équipe. Tu entres peut-être les 20 dernières minutes, quand les autres ont fait le boulot et tu achèves le travail. C'est aussi simple que ça. Vincent Boubacar, à la CAN 2017, a fait toute la compétition sur le banc. Mais quand il est entré en finale, il a marqué le but que tout le monde entier attendait et ça a donné le titre. Bon, si ça soit au banc, ce n'était pas la première fois qu'il le fasse. Il a été au summum de son art à la CAN 2021. Si il y a baisse de régime, il a joué en Arabie Saoudite jusqu'à la trêve, il n'a marqué aucun but. Bon, je pense que le reléguer sur le banc, ce serait même l'aider. Ce serait vraiment l'aider à peut-être à rebondir. Et s'il entre et qu'il marque des buts, vous voyez que ça va faire des merveilles. Je vais proposer d'écouter ce discours que Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, a tenu au Lyon avant ce match, dans les versions avant le début de ce match contre le Panama. On va écouter ce discours-là, on revient sur le plateau. Je voudrais d'abord vous dire merci. Grand merci, parce que le 11 décembre dernier, la seule volonté que j'avais, c'est de vous offrir ce que moi je n'ai pas pu avoir. Monsieur le sélectionneur, cher grand frère, merci. Souvenez-vous toujours du soir où on a eu notre dîner, où je vous ai dit, vous êtes le seul à pouvoir le faire. 3 semaines avant notre premier match. Vous l'avez fait. Vous avez conduit nos chers Lions vers cette qualification. Merci, grand frère. Merci à vous et à votre staff. Merci, les gars. Capitaine. Depuis quelques mois, on marche ensemble. On a beaucoup cavalé. Nous nous sommes battus pour arriver à cette Coupe du Monde. S'il vous plaît, les gars, ne vous privez pas de jouer, de profiter, de prendre du plaisir. Je vous en supplie. Votre sélectionneur, mon grand frère Raymond, mon grand frère Soulé, qui sont là, et certains, Abou, Nico, vous étiez là. On n'a pas trouvé les bons codes pour nos Coupes du Monde. Vous avez cette chance. Vous avez cette occasion. Je vous en supplie, cher Lion. Ne la gâchez pas. Vous pouvez. Vous êtes le meilleur quand vous voulez. Ne nous regardez pas. C'est votre tour. C'est votre histoire. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de vous accompagner. Nous nous sommes tous battus pour essayer de vous mettre dans les meilleures conditions. Et je profite pour dire au gouvernement camerounais merci. Vous avez vu, on n'a pas eu de problème logistique, des problèmes de prix. Nous, à la fédération seule, vraiment, on ne pourrait pas le faire. Mais ils nous ont accompagnés et nous l'avons fait.
C'est notre première victoire. Parce que ceci n'arrivait pas dans cette équipe. On n'a pas de problème. Les garçons, amusez-vous. C'est un bonus. Comment vous pouvez expliquer qu'à moins de 3 secondes, vous vous qualifiez? C'est le bonus que Dieu nous offre. S'il vous plaît, les garçons, aujourd'hui on commence notre match. Si on sort de la compétition, ça ne serait parce qu'ils sont meilleurs que nous, mais pas parce qu'on a refusé de jouer. Je vous en supplie, regardez-vous. Vous êtes bons pour nous. Je sais, la pression, elle est énorme. 27 millions de coachs, 27 millions de joueurs. Mais seulement, vous êtes 26 à nous représenter plus. Vos encadreurs, soyez des bons militaires pour vos généraux. Je vous en supplie. Foncez. S'il y a meilleur que nous, on comprendra. Mais je suis convaincu qu'il n'y a pas meilleur que nous. Et vous l'avez prouvé. Vous l'avez prouvé. Corée, Franck est arrivé et on sait ce qu'il va apporter dans cette équipe. Les gars, prenez vos responsabilités et amusez-vous. Le reste, nous allons vous protéger. Bon match, les gars. Et bonne compétition. Alors, Pierre Clanvert, vous qui avez été footballeur, qu'est-ce que cela peut faire aux joueurs de suivre un discours pareil de Samuel Eto'o? Et il faut c'est un effet qu'il faut relever. Il a cité les noms des ténors de ce groupe. Il a parlé à Nikidi Nico, c'est pour dire Nicolas Nkoulou, Anguissa, et il a dit dans cet échange que Zambo Anguissa, il est là, il est de retour. Est-ce que c'est l'expression d'une fierté de revoir Zambo Anguissa revenir dans ce groupe? Il a parlé à Boubacar, il a parlé à Nico, il a parlé à Zambo Anguissa. Qu'est-ce que cela peut avoir comme effet sur ces Lions? C'est vrai que c'était avant le match contre le Panama. Écoutez, c'est le discours, dans le fond, Oui. il avait sa place. Vous savez, on est à la veille d'une grande compétition mondiale, la plus prestigieuse d'ailleurs, la Coupe du Monde. Et dans ce groupe, parmi eux, il y a des jeunes qui n'ont jamais tutoyé cette compétition. Oui. Et parmi eux également, il y a des 14. On pense à Nicolas Nkoulou, Oui. on pense à Boubacar Vincent, qui a sa deuxième Coupe du Monde. Troisième Coupe du Monde. Voilà. Et Zambo Anguissa, qui est l'étoile montante du football camerounais, qui a sa première Coupe du Monde. Donc cela avait son pesant d'or. C'était pour leur dire, vous êtes les patrons. Amenez vos jeunes frères vers ce que ça veut dire. Vous connaissez déjà. Donc, moi j'ai trouvé ce discours, comme je l'ai dit dans le fond, important. Maintenant, c'est vrai, il a changé. Il n'est plus le discours qui était un peu trop musclé. Ouais. Les premiers, celui-là c'est un discours maintenant pour essayer de ramener la sérénité dans le groupe, pour que le groupe se forge, se moule. Dans ce groupe-là, on sort quelque chose de mieux. Je veux pas la dire. Donc, j'ai dit tout simplement, je crois que maintenant, ils ont compris. Regarde, le peuple, c'est sur nos épaules. Maintenant, quitte à nous de ramener nos jeunes frères qui sont à soit une première compétition comme celle-là, quand vous voyez le jeune gardien de l'Olympique de Marseille, pour lui, je crois que toute sa carrière, il racontera ça à ses petits-fils. Qu'à tel âge, je n'avais jamais joué. Mais je me suis retrouvé en train de passer une Coupe du Monde avec le pays, le Cameroun, et c'était énorme. Donc, j'ai dit tout simplement, moi je l'ai trouvé très positif. C'est vrai, Boudoka ont d'autres appréhensions par rapport à ces discours. Pour moi, vous savez, Samuel Eto'o a un souci. Il a eu des soucis comme joueur dans cette sélection. Et il n'aimerait pas que ce que lui a vécu comme joueur, ses petits frères le vivent. N'oublions pas, Nicolas Nkoulou qui est parti de la tanière par rapport à ses problèmes. Oui. Et quel est le message que il doit tenir pour le faire revenir? Comprenez donc que c'est un énorme chantier. Ce chantier est énorme. Donc je crois que Samuel Eto'o était dans un élément pour essayer de me remotiver ses petits frères. Jean-Joël, il a dit en clôturant ce discours-là, nous ferons ce que nous avons à faire, vous faites le job. Oui. Et il est en train de faire ce qu'il a à faire. C'est dire quoi? Apporter le nécessaire possible à ce gars pour les mettre dans des conditions optimales pour aborder cette compétition. Vous n'avez qu'à voir, déjà le départ ici,
un avion privé pour une équipe estampillé Lion indomptable. Lion indomptable du Cameroun. C'est de l'inédit. Quand c'est bon, il faut dire que ça. On peut aimer Samuel, on peut pas l'aimer, mais quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Avec cette tunique qui défraie la chronique et qui passe pour être l'une des meilleures tuniques de la Coupe du Monde. Samuel Eto'o a fait tous les grands vestiaires du monde, a connu presque tous les grands dirigeants. S'il le fait aujourd'hui à la veille d'une compétition, c'est que il connaît l'ampleur. Le Samuel Eto'o d'hier, il s'est monté sur ses grands chevaux, mais il est descendu. Je m'excuse. C'est Pierre Claver qui le disait. Il n'est plus le Samuel Eto'o tout fugueux. Il a compris l'importance d'un discours à la veille d'une compétition. Et Samuel Eto'o est devenu tout petit. Vous voyez, il parle même presque en suppliant les enfants. Oui. Puisqu'il a connu une époque, les 2 Coupes du Monde où il était capitaine. Nous sommes rentrés avec 0 points. Le Cameroun a perdu ses 7 derniers matchs de Coupe du Monde. Ses 7 derniers matchs de Coupe du Monde. 2002 face à l'Allemagne, on perd. Et 2010, on perd 3 matchs. 2014, on perd 3 matchs. Aujourd'hui, il ne voudrait plus rentrer dans dans l'histoire de façon triste, de façon négative. Et il sait ce qu'il faut pour gagner un match. Le discours passe avant. Parce que la façon dont vous tenez le discours aux enfants, c'est cette façon-là que les enfants vont comporter sur la pelouse. Vous avez là des gens qui arrivent à l'équipe nationale du Cameroun pour la première fois. C'était qui font la Coupe du Monde pour la première fois. Et quand il a fait appel à Zambo, parce que le match contre le Burundi, on a gagné 1-0, quand il disait qu'il n'était pas... Il s'adressait particulièrement à Franck Zambo Anguissa. Et certainement, la leçon, il a pris la leçon et il veut un Franck Zambo Anguissa des grands jours. Et si nous avons un Franck Zambo Anguissa qui joue, qui nous donne ne serait-ce que le tiers de ce qu'il fait à Naples, je pense qu'à cette Coupe du Monde, vraiment, on va rentrer le gagnant. Je ne dis pas qu'on va remporter, mais je pense qu'on pourra dire quelque chose. Samuel Eto'o a tenu sa place. Il a dit, faites votre job, nous ferons le nôtre. Et il est déjà en train de faire le sien. Il fait le sien. Il quitte maintenant aux joueurs de faire ce qu'il leur reste, descendre sur la pelouse, parce que les primes, vraiment, c'est du jamais vu. Jamais. Les gars sont au petit soin, ils sont au top. La soute de l'avion est bien chargée. On ne mangera pas, on va manger camerounais. Là-bas, vraiment, c'est quelque chose d'inédit. Et là, il faut tirer un coup de chapeau. L'Africa Foot et le gouvernement du Cameroun font leur travail, qui reste maintenant à ces enfants. Je pense que s'ils ne se plaindront pas, c'est l'une des rares fois qu'on va à la Coupe du Monde sans bruit de bottes. D'accord. Plongeons, allons au Qatar, allons vivre l'ambiance. Des lions, pas des lions du terrain, mais des supporters avec le concours de Daniel Fils-Injek. Revivons cette ambiance-là, l'hymne national qui est chanté par les supporters. On a vu Ténor, on a vu Mama Eto'o qui se plaignait qu'elle était bloquée à l'aéroport. Qui s'était garée en Turquie. Finalement, elle a rejoint le Qatar. Revivons ces ambiances avec ces images, ces jolies images que nous a envoyées Daniel Fils-Injek. Le Qatar, comme si on y était, c'est tout de suite. Pas debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, comme un beau et ma tête, un symbole à la foi de l'unité. Que tous les enfants du Nord aussi, de l'Est à l'Ouest à tout l'amour, de celui que ce soit le seul but. Pour remplir le devoir toujours, c'est ma vie, c'est chérie, qui est notre saint et très bonheur. Notre vie, avoir l'amour et de notre tout le monde taper la main.
Lombolo au Qatar, on dirait qu'on était à Douala, à Yaoundé, Jean-Joël. On a déporté la culture camerounaise au Qatar comme on sait très bien le faire. Et pour une fois, on voit le public camerounais uni. Parce que souvent on va en rang dispersé et puis c'est quelque chose de bien. Espérons que cela va porter des fruits, que l'engouement, que cet engouement-là se porte autour de l'équipe, qu'on aille là-bas en supporter, pas en spectateur, que ce qu'on a commencé là se poursuive dans les stades. C'est vraiment bien. Et c'est la conséquence de bien choses quand le gouvernement et la FECAFOOT sont en synergie. Parce qu'il faut dire le gouvernement a octroyé des places, la FECAFOOT aussi en a octroyé, et puis ça a donné le mélange de tout ce qu'on voit là. Pour une fois, on voit un Cameroun qui ne fait pas qui ne se déluge pas dans les faits divers. Donc, en attendant que la compétition commence, on a des supporters sereins, des joueurs sereins. Ça fait chaud au cœur de voir cela, contrairement à certaines années où on vous aurait dit que les supporters sont peut-être dormis à la belle étoile, à tel endroit, ne sont pas encore arrivés, il y a des grincements dedans. On attend encore devant Ngando Piquet. Il y a une dernière vague qui quitte aujourd'hui. La dernière vague quitte aujourd'hui pour se retrouver là-bas. Je pense que Maletoli est arrivé hier. Et le Ngando Piquet et les autres seront là-bas pour faire le plein et compléter ce qu'on appelle, c'était à une assemblée, on dirait compléter le quorum. pour que le quorum soit atteint. D'accord, Pierre Claver, c'est quand même galvanisant pour les Lions de savoir que le peuple, non seulement il y a 25 millions de Camerounais derrière, mais qu'au Qatar, on peut revoir les Camerounais. Mais il faut quand même dire que les Camerounais sont partout, comme disait quelqu'un. On les a vus même à Abu Dhabi, même en Ouzbékistan. On a vu en Corée du Sud, on voit les Camerounais partout. Ils sont partout. Oui, c'est des bons voyageurs. Ils aiment le continent Cameroun. Le continent Cameroun. Donc, tout à l'heure, quand on chantait, quand je revois les images, je ne vous mens pas, j'ai vu la chair de poule. C'est des images, ils sont flatteurs, croyez-moi, parce que voilà le Cameroun qui se déporte du côté du Qatar, tous derrière leur équipe nationale, comme le disait Jean-Joël. Pour une fois, ils ne sont pas allés de manière... Non. On n'entend pas que tel doit à la belle étoile, non. Tous sont aux petits soins, comme les acteurs. Je crois que cet élément-là, il est innovateur, il peut être galvanisateur, croyez-moi, parce que quand je regarde tout ce qui est autour de cette équipe nationale, la sérénité, autour, je crois que, quitte maintenant aux 26 acteurs, de comprendre que à eux, comme on dit au quartier, à vos marques, plaît. Donc, avec tous ces influenceurs qu'on a vu être déportés de ce côté-là, oui. on voit Ténor qui n'est plus à découvrir. Donc, c'est-à-dire cette osmose-là, cette ambiance-là, je crois que les Lions doivent se sentir véritablement Lions, hein, parce que là, je vous le dis sincèrement, je me remets dans ma position d'ancien footballeur, si j'allais frémir. Parce que quand on chante l'hymne de ton pays et que tu ne te fais pas frémir, il y a problème. Donc, je crois que ces 26 Lions qui sont là-bas ont compris qu'ils ont une mission. Ils sont en mission. Ils vont aller faire cette mission de la plus belle des manières. D'accord, merci. Merci Jean-Joël, merci Pierre Claver pour cet instant Lions indomptables. On va décaler un peu, hein, sans couper. On va prendre la transition pour prendre ensemble la minute. La minute est décalée, juste après. De retour sur le plateau de 90 minutes Qatar. On redit merci à tous ces téléspectateurs qui nous font toujours confiance et qui nous regardent depuis leur domicile devant leur petit écran. Merci d'être avec nous. Nous vivons le mondial qatari ici sur ce plateau et ce jusqu'au 18 décembre prochain, date de clôture de la finale de cette Coupe du Monde. On verra qui va succéder à la France. Est-ce que la France va rééditer l'exploit ou bien ça sera l'Espagne, l'Angleterre, l'Argentine au Brésil? Pourquoi pas le Cameroun? Alors, nous prenons la minute décalée. On va prendre en quelques secondes. Quand même, dans cette minute décalée, je voudrais qu'on prenne 2 ou 3 actualités quand même.
la consommation de la bière est interdite. Jean-Joël, la consommation de la bière est interdite à l'intérieur et autour des stades. Autour des stades. Est-ce qu'il fallait s'y attendre quand on sait que ce sont les Arabes? Oui, il fallait s'y attendre. Déjà qu'au départ, le Qatar avait interdit la consommation de la bière sur son territoire. On a lâché un peu du lest. Oui. On est revenu. La bière peut se boire dans les hôtels, les restaurants, mais pas aux alentours du stade. Pas aux alentours du stade. C'est déjà quelque chose de bien. Je pense que c'est même tout bénéfique parce que avec ça, l'adrénaline monte souvent dans les stades et puis il y a souvent des comportements, des attitudes qui vont à l'encontre de l'éthique du football qui est le fair play. Qui est le fair play. Il est bien vrai, dans certains pays, certains stades, on voit des gens avec des carafes de bière, de pain. Le Qatar a quand même pris sur lui de dire on consomme de la bière, mais pas autour du stade. Pour moi, c'est une bonne chose et c'est une bonne décision. La bière ne coulera pas à flot. Elle coulera, mais pas autour du stade. D'accord. Donc, c'est interdit même dans les fan zones. On interdit dans les places publiques, il y aura des écrans géants. On ne dit pas de consommation de la bière. Alors, l'autre information décalée, Pierre Claver, c'est cette information-là qui a l'air d'être peut-être... on va quand même en parler. L'avion de la Mannschaft qui a été refoulé dans un premier temps, interdit d'atterrir sur le territoire qatari parce que cet avion avait les images gays, les images d'homosexuels, d'homosexualité, des images de gays. Et alors les Qataris ont dit on ne veut pas de cet avion. Ils sont plutôt allés atterrir ailleurs avant de reprendre un nouvel avion pour revenir. Est-ce que par là, le Qatar ne montre pas sa fermeté, surtout dans sa culture et le respect de ses valeurs? C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ces Qataris. Il ne faut pas qu'on nous implémente des choses qui vont mettre ce monde dans des années à venir. Ça va devenir n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il va aller dans une compétition mondiale comme la Coupe du Monde, encore qui l'Allemagne, quand même, sont sérieux. Respectons les États. Si on se respecte entre individus, pourquoi pas entre nous États? Le Qatar est un pays comme l'Allemagne, malgré qu'il soit petit, oui. Que les Allemands respectent au moins quand même, c'est Qatari. C'est de ça qu'il s'agit, bilan. Je le dis sincèrement, que les Européens laissent un temps soit peu nous vouloir imposer leur culture, les valeurs d'autres pays. Non. Qu'ils respectent chacun avec ses cultures et ses valeurs. Ouais. Ah oui, n'en déplaise à quiconque ce soit. Moi je le dis, j'étais pour cela, que non, même les couleurs arc-en-ciel là, non, quand même, sont au sérieux. Ils sont sérieux et on même la crainte de Dieu. Oui. À un moment donné, n'oublions pas, là-bas c'est l'islam, hein. On ne blague pas avec la croyance de ce côté. Oui. Donc pour moi j'ai trouvé ça tout bénéfique. D'accord, on va prendre comme dernière info décalée, minute décalée. Maman Eto'o, on en parlait tout à l'heure. On va écouter Maman Eto'o qui déjà exprime sa joie de rejoindre le Qatar. Il sait que Jean-Joël Loucha aime bien Maman Eto'o. Nous allons suivre Maman Eto'o et on se retrouve juste derrière. Merci beaucoup. Vraiment, ce que j'ai eu hier, moi-même, je n'ai rien compris. Parce que je ne sais pas comment j'ai fait pour oublier mon passeport dans l'avion. Et c'est après que j'ai suivi que je n'ai pas de passeport. Maintenant, alors, je cours, je rentre vers l'aéroport. Je trouve ça chez un policier qu'on a mis. Il m'a donné, je cours maintenant, je prends le taxi, la navette pour qu'il m'amène. J'arrive et je trouve que le vol venait de décoller. Maintenant, à ce cas-là, qu'est-ce que je devais faire? Je pars vers la police. On me dit ceci, que je dois payer un autre billet d'avion parce que comme j'ai raté le vol, ils ne peuvent ni rien. Ok, moi je crois qu'il y avait le second vol. Ils m'ont dit que je vais quitter qu'à 1h comme nous avions, on s'est déplacé. Voilà. Je suis arrivée ce matin à 10h30. Et j'étais obligée de chercher mes bagages, récupérer mes bagages. J'ai récupéré tout, je n'ai rien perdu. Dieu merci, j'ai dépensé $270 pour le nouveau billet d'avion. Merci Maman Eto'o. Jean-Joël, on va dire que ses pleurs ont été écoutés, entendus, donc elle a pu rallier le Qatar. Bernard, c'est ça qui fait le charme d'une compétition. Hein. Il faut toujours ces à côté là pour donner un peu du piment à une compétition d'envergure mondiale. Plus de peur que de mal. Oui. Maman Eto'o a retrouvé les siens du côté du Qatar, même si elle a encore dépensé un peu plus qu'elle en a, elle devait le faire, mais gloire à Dieu, elle a retrouvé les siens. C'est aussi ça,
Et ça va lui servir un peu de leçon. Certainement, quand on est arrivé à Istanbul, elle a décalé un peu et puis elle s'est plus retrouvée. Certains disent qu'elle était aux toilettes. Pierre Claver, on dit qu'elle allait aux toilettes, peut-être elle a été bluffée par les toilettes. Elle s'est oubliée. Vous savez, pour ceux qui voient que les aéroports, c'est un monde, c'est un autre monde. Je dis, Bernard, vous pouvez entrer ici. Vous sortez, vous voyez le même déjà de l'autre côté, vous pensez que vous allez vous retrouver de l'autre côté. Voilà pour la raison pour laquelle il faut savoir souvent dialoguer. Quand vous arrivez, vous dites, mais monsieur Bilon, est-ce que je suis bien à HTV, parce que quand vous faites ça, le même design, le même truc, bon, mais l'essentiel est sauf. Maman est au Qatar et c'est une très bonne chose. Pierre Claver. Ça peut arriver. Hein. Moi-même, je me rappelle une fois, ça m'est arrivé, c'était du côté d'Abidjan. J'étais avec le PNUD et à l'aéroport d'Abidjan. Je suis entré aux toilettes. Quand je suis sorti, je ne me suis pas retrouvé. Mais je ne suis pas resté la bouche fermée. Hein. Je me suis directement rapidement. C'est parce que je suis retrouvé par notre délégation. Je me suis renseigné. On m'a dit non, on nous est en train d'embarquer. Vous êtes en train de sortir de l'aéroport pour aller prendre le véhicule pour vous amener à l'hôtel. C'est comme ça que je viens en petit courant. En courant là. Donc ça peut arriver. Donc vous savez, les Blancs savent bien construire le chez eux qu'il y a un moment donné, les choses sont tellement semblables. Vous ne pouvez pas vite vous retrouver quand vous avez fait peut-être faux chemin, faux route quelque part. Donc bravo, elle s'est retrouvée. Mais vous savez, quand on est dans une situation pareille, il faut toujours parler. C'est pourquoi pour moi, j'ai toujours dit, il faut des orienteurs. Ouais. Dans comme des guides en fait. Ouais, des guides qui vous orientent. Vous allez où? Je vais aux toilettes. Après les toilettes, dès que vous sortez des toilettes, on dit c'est là-bas. Ça permet qu'on évite ce genre de là-bas. Alors, avec le concours de Gianni, avant de prendre le temps additionnel, parce qu'on est déjà à 88e, 87e minute, si on peut avoir les affiches du jour, si c'est possible d'avoir les affiches du jour, alors on sait déjà que le groupe A va livrer avec Sénégal, Pays-Bas tout à l'heure, à 16h. Mais le groupe B va aussi entrer en compétition. Angleterre-Irak. Angleterre-Irak. Mais là, est-ce qu'on peut dire que l'Angleterre a quand même des chances, peut-être peut-être que c'est son année? Non, c'est un combat de David contre Goliath. Il faudra le dire. L'Angleterre est le troisième pays, est le médaille de bronze de la précédente édition. Oui. La précédente édition. Et tout va. Finaliste de la dernière. Finaliste de l'Euro. Oui. Bien qu'étant sur une spirale descendante, mais je pense que les gars de Southgate sont en train de reprendre du poids de la bête. Il faudra compter avec l'Angleterre dans cette compétition. Mais Harry Kane a dit ce matin que c'est vrai, les matchs se suivent peut-être, mais ça ne se ressemble pas. On peut être tout feu, tout flamme hier. Aujourd'hui, on descend totalement. Oui, l'Angleterre, je pense que l'Angleterre est descendue. Oui. Parce qu'ils ont été relégués à la Ligue B de la Ligue des Nations. Oui. Ils ont été relégués. Ils ont fait 2 matchs nuls contre l'Allemagne, perdu contre l'Italie. Ils étaient vraiment sur une pente descendante. Maintenant, ils ont repris. Ils sont en train de remonter, bien qu'ils vont jouer sans l'un de leurs atouts majeurs. Chilwell, le latéral Chilwell, qui lui aussi également est blessé. C'est aussi notre absence à cette Coupe du Monde. Mais l'Angleterre va retrouver Harry Kane, qui souhaitait jouer avec un brassard. Je ne sais pas, un brassard arc-en-ciel qu'on a refusé, mais l'Angleterre va retrouver son milieu de terrain. Il faut compter avec l'Angleterre, mais l'Iran ne viendra pas en victime expiatoire. En victime expiatoire, je pense que c'est un match qu'il faudra vivre, mais l'Angleterre, il va avec les faveurs des pronostics. Oui, deuxième match États-Unis. C'est quoi, c'est dans le groupe B parce qu'il y a un deuxième match en fait. Oui, États-Unis, c'est Irlande. Il y a un deuxième match là. États-Unis, Pays de Galles. Pays de Galles, oui. États-Unis, Pays de Galles. Même là-bas, on va dire, les États-Unis est favori. Non, les États-Unis va légèrement favori. Hein, parce que vous savez, les États-Unis à un moment donné sont montés en temps soit peu crescendo. Maintenant, le Pays de Galles. Quelle est leur situation? C'est là où la question se pose. Mais, comme vous l'avez si bien dit vous-même, M. Bilan, vous savez, les matchs se suivent, mais ne se ressemblent pas. Également des compétitions. Ouais. Quand on vient dans une compétition, on vient avec les mêmes armes. C'est à part égale. C'est sur le terrain que la donne change par rapport à l'envie, à la détermination de l'adversaire qu'on a en face. Donc, pour moi, sur le papier, les États-Unis vont
favoris face au pays de Galles. D'accord. En tout cas, ce sont les matchs qu'on va suivre, de très près aujourd'hui. Et comme on l'a dit, en attendant qu'on ait peut-être l'affiche, les combinaisons de cette journée. Sur un match qu'on va suivre de très près à partir de 17h, c'est bien sûr Sénégal contre Pays-Bas, les champions d'Afrique, face à la... On va dire quoi, à la cohorte orange, le pays d'Ariane Robben. Finaliste de la Ligue des Nations, tu penses, finaliste de la Ligue des Nations. Oui, donc on va les afficher à 22h, donc États-Unis contre Pays de Galles. Là, c'est avec 2 heures d'avance. Oui, 2 heures d'avance. Et à 16h, là, on voit Angleterre contre Irak. Et à 19h, heure de là-bas, donc disons 17h, 18h. 17h au Cameroun. 17h au Cameroun. Donc Sénégal contre Hollande. On va prendre le temps additionnel, sans transition. Je commence par vous, Jean-Joël Moutia, le principe est clair. Vous avez 45 secondes pour nous dire Sénégal, c'est notre match du jour, the match of the day. Sénégal contre Pays-Bas, Hollande, vous avez 45 secondes. Sénégal gagne, pourquoi? Pays-Bas gagne, pourquoi? Votre pronostic et vos raisons. Bon. En 45 secondes, si le chrono est, on va lancer le chrono. Si le chrono est prêt, vous avez 45 secondes pour dire si le Sénégal va gagner ou bien le Pays-Bas. Et pourquoi? En 45 secondes. Si on va lancer le chrono. Non, si c'est prêt, on lance le chrono. C'est bon, allons-y. Je vais troquer ma casquette de consultant et faire battre mon cœur pour l'Afrique. Là, maintenant, je vais parler comme avec le cœur. Moi, je pense que je vois le Sénégal en train de faire douter les Pays-Bas parce que le Sénégal en a les moyens, le Sénégal en a la capacité. Dans les buts, vous avez Edouard Mendy, je le disais, en défense, vous avez Koulibaly, vous avez Sarr, vous avez Diallo, au milieu de terrain, vous avez Kouyaté, en attaque, vous avez Diane. Et il faut dire, Aliou Cissé a fait, on s'attendait qu'il remplace Sadio Mané par un attaquant, non, mais il a remplacé plutôt par un défenseur, Moussa Ndiaye, qui sort dans des lèches, parce que là aussi, il a un problème avec Jacobs. Jacobs qui est né en Allemagne d'un parent allemand, mais la décision doit tomber ce soir à 18h. Vous savez, il n'est pas sûr de l'utiliser. Bon, je pense que le Sénégal, il va avec les faveurs de pronostic, selon moi. D'accord, vous avez fait pratiquement 56 secondes. On va prendre les mêmes 56 secondes pour vous, Pierre Claver. On bat en 56 secondes votre pronostic et pourquoi? Je suis d'abord africain et l'Afrique doit passer. C'est la Coupe du Monde de l'Afrique. Pourquoi pas on ne doit pas gagner notre première Coupe du Monde? Que ce soit le Sénégal, le Maroc, le Cameroun, etc. Tous les pays africains qui sont là-bas seront supportés par moi. Donc je suis africain, je suis fier de l'être. Que ce soit David ou Goliath, mais c'est moi David. Je suis le petit David, mais je dois montrer à ces Goliaths-là que j'ai également ma place à dire dans la cour des grands. Donc pour moi le Sénégal... Quels peuvent être les atouts du Sénégal? Ils ont un bloc moteur. Ils ont des individualités, ils ont un bloc moteur. Ils ont les moyens de pouvoir aller chercher ces 3 points cet après-midi et ils le feront avec bravoure. Merci. Il a fait moins de 45 secondes, moins de 56 secondes. Merci à Dianier, merci à toute l'équipe technique qui s'est mobilisée 1h30. C'est déjà bon, 90 minutes Qatar. On a fait notre jeu, on a fait notre match. Alors Pierre Claver, merci pour ce premier rendez-vous. On se donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle sortie. Jean-Joël, merci. Merci également pour vos éclairages. Merci à toute l'équipe conduite par Bélan Dianir, William Kamungal, Léon Ndjana, Maxime Seyi, sous le regard, bien sûr, de Marina Corvinakis, qui est avec nous. Elle était de l'autre côté de la régie, derrière la vitre, pour essayer de regarder tout cela. Merci aussi à Pascaline Choua, qui coordonnait cette émission. Merci à vous de nous avoir regardé. 90 minutes Qatar, stop F1, la fin du match est arrivé. Le score, bien sûr, vous le connaissez, nous avons gagné pour cette première sortie, pas peut-être 2-0 comme l'Équateur a battu le Qatar hier. Retrouvons-nous mercredi prochain pour une nouvelle sortie. D'ici là, restez sur les antennes de Humanitaire en télévision, sportivement vôtre, et à mercredi.